Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Dans une vidéo précédente, on a parlé des énergies potentielles et j'ai insisté sur le fait qu'il était bon dans les exercices d'avoir dans sa tête un catalogue d'énergies potentielles qu'on va pouvoir en quelque sorte parachuter sur un certain nombre d'exercices pour être vraiment très efficace. Donc en deux vidéos, je pense que je vais faire aujourd'hui cette vidéo sur la recherche des positions d'équilibre et leur stabilité uniquement à partir de l'énergie potentielle, et dans une deuxième vidéo, on verra comment on peut se servir de cette même énergie potentielle et de l'énergie mécanique pour établir très rapidement l'équation différentielle du mouvement et pour la linéariser au voisinage des positions d'équilibre pour étudier leur stabilité. Donc aujourd'hui, on va traiter le plus efficacement possible avec la méthode que j'ai indiquée dans la première vidéo pour donc faire un exemple concret, l'exemple d'un point matériel qui est astreint à se déplacer sur une tige. Cette tige forme un angle incliné alpha avec la verticale et elle tourne donc dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Elle tourne à vitesse constante oméga. Alors bien évidemment, on va étudier ça dans le référentiel non galiléen associé à la rotation et on va voir comment trouver les positions d'équilibre et leur stabilité. Alors dans tout problème de mécanique, tu as toujours quelque chose à dire, ne serait-ce que définir le système, donc c'est le point P de masse M, d'indiquer le référentiel dans lequel tu travailles. Donc ça va être un référentiel R' lié à la tige, donc qui tourne autour de OZ à vitesse angulaire constante oméga, donc il n'est pas galiléen. Pour rappeler qu'un référentiel est non galiléen, plutôt que de dire il est en rotation, par rapport à un référentiel galiléen, le référentiel du sol, il vaut mieux dire il n'est pas en translation rectiligne uniforme par rapport à ce référentiel du sol galiléen. Comme ça, tu montres que tu sais reconnaître un référentiel non galiléen. Donc R' lié à la tige. Donc ce qui est crucial, c'est d'indiquer qu'il est non galiléen. Ensuite, on va faire donc le bilan des forces. Donc on va mettre d'abord d'un côté les forces vraies, entre guillemets, les forces qui résultent vraiment d'une interaction entre deux corps. Donc il y aura le poids, mg, on va faire un dessin tout de suite, la réaction de l'axe, et puis la tension T du ressort. Donc ça, ce sont les forces vraies. Et puis, bien sûr, les pseudo-forces, donc la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Alors, il est toujours bon dans cette étude de repérer les forces qui sont conservatives, non pas conservatrices, mais conservatives, c'est pas de la politique, et les forces qui sont non conservatives, mais qui éventuellement ne travaillent pas. Donc le poids dérive d'une énergie potentielle, donc il est conservatif. La réaction. Alors la réaction de l'axe, donc on va peut-être d'abord dessiner le poids. La réaction de l'axe, on peut dessiner sa trace dans le plan du tableau. Mais on est bien conscient que cette réaction est dans un plan perpendiculaire à la tige, puisque comme il n'y a pas de frottement, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas de composante tangentiellement à la tige. Donc elle est non conservative, parce qu'on ne peut pas lui associer d'énergie potentielle, c'est déjà même pas un champ de force, c'est-à-dire une force qui a priori dépend de la position du point dont on pourrait donner une expression. Donc c'est non conservatif, mais ne travaille pas, car c'est toujours perpendiculaire à la vitesse. La tension du ressort, elle est conservative. Donc on connaît son énergie potentielle. La force d'inertie d'entraînement est conservative. On connaît son énergie potentielle. La force d'inertie de Coriolis est non conservative, comme toutes les forces qui font apparaître la vitesse du point matériel, comme par exemple la force de Lorentz, QV vectoriel B, c'est la vitesse, ce n'est pas un champ de force. La force ne dépend pas que de la position du point, mais de sa vitesse. Donc cette force, la force de Coriolis, est non conservative, mais on va voir qu'elle ne travaille pas non plus, parce qu'elle fait intervenir un produit vectoriel dans lequel il y a la vitesse de P dans le référentiel R', donc elle ne travaillera pas non plus. Donc du coup, on se retrouve avec trois forces conservatives qui travaillent et deux forces non conservatives qui ne travaillent pas. Et donc, on va pouvoir faire une étude énergétique pour trouver les positions d'équilibre. Donc, pour trouver les positions d'équilibre, la méthode, c'est de dériver l'énergie
potentiel, non pas par rapport au temps, mais par rapport aux paramètres. Encore faut-il vérifier que ce système est un système à un seul paramètre. Alors le paramètre ici du mouvement, c'est bien évidemment la distance r prise sur cet axe delta, sur cette tige delta, r de t. On voit que si on connaît la position r de t, eh bien à chaque instant on est capable de repérer la position du point P. Donc la méthode énergétique est tout à fait indiquée et c'est ce paramètre r qui va jouer pour nous donc voilà le rôle de paramètre du mouvement. Donc les positions d'équilibre seront données par les extrémums de l'énergie potentielle par rapport à R. Alors, c'est là maintenant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va écrire l'énergie potentielle du système. Alors, je t'encourage toujours à mettre ça sous forme de guillemets, hein, ou tu n'es pas obligé de le mettre sur ta copie, mais sous forme de guillemets. C'est-à-dire qu'on va utiliser, on va parachuter sur l'exercice les formules d'énergie potentielle qu'on a vues ensemble dans la vidéo précédente. Donc voilà, je ne redémontre rien. Il faut surtout bien prendre garde de connaître la signification physique de chaque terme de ces énergies potentielles. Mais voilà, tu les donnes directement et ça va être extrêmement efficace. Si on te demande de les redémontrer, tu as dans ta poche les démonstrations avec le système de coordonnées adapté que tu vas pouvoir venir parachuter sur cet exercice-là. Donc, bon, la force d'entraînement, elle est centrifuge, hein, c'est m oméga carré vecteur hm, ou hp plutôt. Oui, alors j'ai mis hm, mais bien sûr c'est hp parce que c'est p le point. Et donc h, la projection orthogonale de p sur l'axe de rotation. Et donc voilà, bah, il faut tout exprimer en fonction du paramètre r. Donc z, attention dans cette formule, z est orienté vers le haut. Donc il faut exprimer z en fonction du paramètre, c'est-à-dire r. Donc on voit que z c'est r cosinus alpha. Donc ça fait r cosinus alpha. Alpha bien sûr est un angle fixé, hein, il ne bouge pas au cours du mouvement. Plus 1/2 de k, longueur totale du ressort, moins L0. Donc la longueur totale c'est la distance r. Voilà, pas plus de questions que ça pour écrire l'énergie potentielle du ressort. Et cette formule très précieuse, c'est l'énergie potentielle de la force d'inertie d'entraînement. Et crois-moi, celle-là, c'est peut-être la plus précieuse des trois, en tout cas celle sur laquelle les étudiants rencontrent le plus de problèmes. Donc voilà, tu l'as parachutée et surtout, tu es capable de la redémontrer. Alors, si tu dois la redémontrer, surtout, tu oublies les axes durée, enfin, il n'y a pas vraiment d'axe d'ailleurs ici, mais tu introduis toi-même un système d'axes cylindro-polaire avec un vecteur ER radial au sens des cylindriques de H vers P et puis Eθ vers le fond et EZ. Et donc, tu fais ta démonstration dans cette base-là avec le gradient. Je ne refais pas. Hein. Donc, HP, donc ça va faire R projeté sur le côté opposé, donc R carré sinus carré alpha sur 2. Et voilà, et bien une fois que tu as écrit ça, voilà, le boulot, il est pratiquement terminé. On a écrit l'énergie potentielle en fonction du paramètre R. Bien sûr, R est fonction du temps, mais nous, on ne va pas dériver l'énergie potentielle par rapport au temps, mais on va la dériver par rapport à R pour trouver là où les positions d'équilibre. Donc, allez, je vais faire ça ici. Donc, ça va faire mg cosinus alpha plus donc 2 sur 2 dérivée des fonctions composées k r moins L0. Attention, il n'y a pas de R point, hein, puisqu'il n'y a pas de dérivée des fonctions composées. On dérive par rapport à R. Et puis, donc, moins m oméga carré, donc R sinus alpha sur 2. Et non, il y avait 2, donc là, le demi se simplifie également. Et donc, il ne nous reste plus qu'à exprimer R en fonction du reste à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, R équilibre vérifie tout ça est égal à 0. Alors, allez, on va factoriser R. Donc, ça fait R facteur de K moins M oméga 2 sinus alpha est égal à moins Mg cosinus alpha plus K L0. Et donc, la position d'équilibre, R équilibre, est égal à donc moins mg
cosinus alpha plus KL0 divisé par K moins M oméga carré sinus alpha. Alors bien sûr, on peut se poser la question de la stabilité de cet équilibre par rapport, donc est-ce que c'est un équilibre stable ou un équilibre instable? Et pour ça, il faut étudier la dérivée seconde de EP. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Donc si on a affaire à un minimum, eh bien d2EP sur dr est positif. Donc là, on aura une position d'équilibre stable. Et si elle est négative ou nulle, eh bien on aura une position d'équilibre instable. Donc calculons la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à R. Donc on redérive encore une fois cette expression. Donc on aura K moins M oméga carré sinus alpha. Et là on voit qu'on peut avoir une petite discussion sur le fait que oméga, par exemple si on travaille à Km et alpha fixé par rapport à la vitesse angulaire de rotation. Donc on voit qu'on aura une position d'équilibre stable. C'est-à-dire si oméga est plus petit que oméga carré plus petit que K sur M sinus alpha. Et donc on pourrait appeler ça un oméga C carré. Donc il ne faut pas que ça tourne trop vite. Et la valeur de la pulsation qui fait la transition entre une position d'équilibre stable et instable, eh bien donc elle sort du calcul. Et donc ce sera instable dans le cas contraire. Je ne traite pas le cas un peu pathologique où oméga est égal à cette pulsation, c'est plus mathématique que physique. Donc oméga carré oméga plus grand que oméga c. À ce moment-là, cette dérivée est négative et donc on a une position d'équilibre instable. Bon, alors surtout ce qu'il faut retenir dans cet exercice, voilà, c'est la première partie. Repérer le paramètre duquel dépend le mouvement, additionner les énergies potentielles en parachutant directement les formules de ton cours, tout en étant, bien sûr, encore une fois, capable de les redémontrer dans le système d'axe que tu choisiras pour le faire et qui sera bien adapté. Et puis, donc voilà, ici, dériver l'énergie potentielle par rapport aux paramètres pour trouver là où les positions d'équilibre et étudier leur éventuelle stabilité en dérivant non pas par rapport au temps, mais par rapport aux paramètres. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va regarder comment trouver l'expression de l'équation différentielle du mouvement et puis retrouver la stabilité ou l'instabilité à l'aide de l'énergie mécanique et d'une linéarisation de l'équation différentielle du mouvement au voisinage de la position d'équilibre. À bientôt.